Mardi, le comité consultatif national d'éthique rendra un avis sur diverses questions de bioéthique, dont notamment l'extension de la PMA, c'est la procréation médicalement assistée, aux femmes homosexuelles et aux femmes seules. Il s'était déjà prononcé pour cette extension l'an dernier. C'est un avis qui est très attendu, un avis qui est issu des États généraux qui se sont tenus entre janvier et mai dernier. Avis qui est censé éclairer le gouvernement dans les choix qu'il va devoir faire. Justement, que va faire Emmanuel Macron? C'est un sujet de société sensible. On sent une grande prudence de la part du gouvernement. Pour en parler, nous sommes avec Ludovine de la Rochère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Manif pour tous. L'université d'été de votre mouvement s'est tenue hier. Il continue aujourd'hui. Voilà. Tout à fait. Il se termine tout à l'heure. Avant de poser quelques questions, on va écouter quelques réactions de vos militants. Je ne sais pas si on peut les appeler comme ça. C'était hier à Étiole dans l'Essonne. Écoutez. Je vois qu'il y a déjà tellement de familles monoparentales qui ont du mal à élever leurs enfants que de proposer aux femmes seules d'avoir des enfants alors qu'il y a aussi des enfants à adopter, je ne comprends pas. J'avoue que vraiment je ne comprends pas le pourquoi. Le moment qu'on vit est capital parce que là on va balancer vers une autre forme de procréation qui va effacer le rôle du père et qui va marchandiser l'enfant. Il est fort possible effectivement qu'on redescende dans la rue parce que on est dans un bras de fer. On est très conscient de cela. Donc notre capacité de mobilisation elle est toujours intacte et on est prêt à y aller sans aucun problème. Voilà, fort possible de redescendre dans la rue. Vous n'êtes pas encore tout à fait décidé. Vous allez voir ce qui va se passer. Alors écoutez, pour le moment, on ne connaît pas le contenu du futur projet de loi de révision dans le domaine de la bioéthique. Emmanuel Macron a donné à plusieurs reprises son avis personnel. Il a toujours précisé que c'était personnel, donc avis favorable. Mais il a toujours conditionné, systématiquement, il a dit qu'il souhaitait des débats favorables et qu'il souhaitait un large consensus. Or, les États généraux de la bioéthique qui ont été organisés par le Comité consultatif national d'éthique, donc consultation officielle, auquel tous les Français ont été invités à participer, ont montré, comme l'a dit le président du CCNE, qu'il n'y a pas de consensus. Et même au-delà, il y a en fait une opposition qui s'est exprimée très largement à l'idée qu'on prive volontairement des enfants de père. Alors il y a d'autres enjeux en cause, mais disons que humainement, le cœur du sujet, c'est bien sûr l'enfant. Oui. Alors, vous dites avis personnel d'Emmanuel Macron. Amélie, c'est une promesse de campagne, l'extension de la PMA? Oui, il avait fait savoir lors de la campagne, dans un entretien au magazine Causeur, qu'il voulait que la PMA ne soit pas ouverte aux couples de femmes seules et de femmes, que ce ne soit pas une discrimination intolérable. Bref, il s'est dit en faveur de... Non ? Il s'est dit personnellement en faveur, mais il a toujours conditionné. Par exemple, j'ai Tétu sous les yeux, et il dit bien, si un tel débat aboutit favorablement, je légaliserai la PMA. Et en fait, on retrouve à chaque fois cette précision, cette condition importante qui est posée. Nous venons de faire un sondage par l'Institut IFOP, qui travaille souvent et régulièrement sur ces questions. Quand on demande aux Français, est-ce que l'État doit garantir à l'enfant né par PMA le droit d'avoir un père et une mère? Ah oui, vous posez la question d'une autre façon. Est-ce que l'État doit garantir à l'enfant né par PMA le droit d'avoir un père et une mère? C'est la question qui nous est posée à tous. 82% des Français répondent oui. Ce qu'on a retrouvé dans les États généraux de la bioéthique, et j'ajoute que cette proportion de 82%, elle était de 64% en janvier 2018. Et donc vous voyez cet attachement des Français aux droits de l'enfant, il a encore très largement grandi, plus 18 points entre janvier et maintenant. Olivier ? Oui, alors sauf erreur de ma part, Emmanuel Macron n'a pas mentionné la PMA dans ses promesses de campagne. Il a dit qu'il était favorable à titre personnel, en effet, mais il n'a pas indiqué comme étant quelque chose qu'il avait l'intention absolument de réaliser. Alors c'est vrai qu'il, bon, pour des raisons politiques également, et peut-être aussi de conviction éthique, je ne sais pas, il veut surtout pas revivre ce que François Hollande a vécu au moment du mariage pour tous. Maintenant, il y a eu aussi d'autres sondages qui n'allaient pas tout à fait dans le même sens, qui semblaient montrer qu'il y avait tout de même une majorité pas très importante, de l'ordre de 60%, qui était plutôt favorable
à l'instauration de la PMA, parce qu'on voit bien que finalement on est traversé par des idées tout à fait contradictoires et des sentiments tout à fait contradictoires. Il y a les arguments qui sont les vôtres, qui sont souvent des arguments éthiques et qui méritent une très très profonde attention, évidemment, mais il y a aussi le fait qu'on peut remarquer que les couples homosexuels, lorsqu'ils ont des enfants, les entourent d'une affection profonde tout aussi forte que celle des couples hétérosexuels. Et par conséquent, d'ailleurs, le Conseil d'État, dans son arrêt, dans sa recommandation, a indiqué qu'à son avis, il n'y avait pas de preuves scientifiques qu'il y avait un préjudice pour l'enfant lorsqu'il n'était pas élevé à la fois par une femme et par un homme. Bon. Alors, tout ça est très compliqué. Pour reprendre sur les sondages, en fait, l'IFOP explique, parce qu'en effet, c'est l'IFOP qui a fait faire différents sondages qui peuvent paraître contradictoires. En fait, l'IFOP explique, enfin, d'après l'IFOP, il y a à peu près 40% des Français, c'est un peu fluctuant, mais disons 40% des Français qui seraient plutôt favorables, 40% des Français qui sont véritablement opposés, et puis 20% qui ne savent pas vraiment, ça dépend comment la question est posée. Voilà. Donc on est quand même moins de 82%. Non mais justement, quand on dit aux Français, est-ce que vous êtes pour un nouveau droit, spontanément on est tous d'ailleurs pour un nouveau droit. Quand vous dites aux Français, voilà, PMA pour l'enfant avec ou sans papa, on prive volontairement, dans ce contexte femme seule, couple de femmes, un enfant de papa, c'est quand même la question posée, centrale. L'enfant né de cette PMA, il est le premier concerné. Et là, effectivement, les gens réalisent. Mais est-ce que ça ne traduit pas plus que finalement des questions éthiques? Est-ce que ça ne traduit pas aussi un premier réflexe? Parce qu'il est vrai, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, même si aujourd'hui l'idée de l'existence des couples homosexuels et de leur légitimité a beaucoup progressé, il y a quand même encore une majorité de gens qui, spontanément, quand on leur pose la question, est-ce qu'un couple c'est un homme et une femme, répondent oui. Voilà. Mais au-delà du couple, est-ce qu'un enfant a besoin d'un papa et d'une maman? Et justement, sur les preuves scientifiques dont il parlait, absence de preuves scientifiques, effectivement, il y aura des incidences sur l'enfant plus tard. Est-ce qu'on ne devrait pas respecter le principe de précaution, attendre d'avoir des éléments scientifiques? Parce que, à vrai dire, je crois que tout le monde sait que c'est d'abord la première des égalités. Nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme, c'est universel. Est-ce qu'il faut casser cela et priver certains enfants de père alors que les autres ont un père et une mère, qu'ils vivent avec les deux ou pas, c'est pas la question. Il y a cela. Et d'autre part, je crois pouvoir dire, à ce stade, on peut penser que les enfants ont besoin d'un père et d'une mère. Oui, mais qu'est-ce qui vous n'avez rien pour avancer ça? Il y a beaucoup d'enfants qui sont élevés aussi par des familles monoparentales. Est-ce qu'il y a une preuve aujourd'hui qu'une fois arrivé à l'âge adulte, eh bien, il y a des incidences, il y a des impacts? Est-ce que vous avez des arguments en faveur de cela? Mais prouvez-moi, madame, que les enfants n'ont pas besoin de père. Est-ce que vraiment on pense qu'un père, c'est pas important? Est-ce qu'un père, c'est secondaire? Je ne sais pas si on réalise bien. La question que nous sommes en train de nous poser signifie qu'un enfant n'a pas besoin de père, c'est secondaire. On va l'en priver volontairement, mais qui sommes-nous pour affirmer cela? Qui serions-nous pour oser décréter cela? Il y a une question de justice et il y a une lourde responsabilité de notre part. Et en tout cas, pour revenir à Emmanuel Macron, ça n'était pas, c'est une promesse de campagne, ça n'était pas dans son programme, même s'il l'avait évoqué, il l'avait donné à titre personnel. Son engagement était bien, et j'ai cité son interview dans Tétu, de légaliser si le débat était favorable. Il ne l'est pas. Et donc moi je pense que pour tenir cet engagement, et par égard pour l'enfant, qui est le plus fragile, et il y a la question de l'amour, bien sûr, je n'ai aucun doute sur le fait qu'une femme seule donne de l'amour et un couple de femmes donne de l'amour, mais savoir de qui on vient, savoir qui est son père, c'est essentiel. On le sait. La détermination du gouvernement et pourquoi pas d'Emmanuel Macron, selon des membres de l'exécutif et qui sont proches du dossier, et voilà ce qu'ils nous disent encore cette semaine, c'est que le président est déterminé à aller jusqu'au bout car c'est un engagement de campagne, ce sont des mots que je reprends d'un membre de l'exécutif, encore une fois proche du dossier. On sait qu'on va le faire, ça fait 15 mois qu'on est dessus sur le dossier, sous-entendu même qu'il y a une impatience face à cette prise de décision du président. Je vous rapporte l'état d'esprit de l'exécutif en ce moment, et voilà ce qu'on nous dit également. La méthode doit être au service des choses que l'on défend. On insiste trop sur le comment, le consensus se heurte au courage politique. Je vous parle même d'une impatience au sein de l'exécutif en ce moment, et de la majorité également. Il y a quelques militants pro-PMA sans père qui ne veulent pas d'ailleurs débattre des conséquences, parce
Parce qu'il y a une autre chose. On manque de sperme en France pour le don de sperme, pour les couples qui souffrent d'une infertilité. Parce qu'il faut voir que les femmes dont on parle sont des femmes fécondes. Elles auraient besoin, si la PMA leur est ouverte, dans 100% des cas, d'un apport de sperme. Nous n'avons pas assez déjà de sperme en France. Donc se pose la rémunération, et elle a été posée par le CCNE de la rémunération. À ce que je viens de dire, c'est-à-dire cette détermination de l'exécutif pour une grande partie d'avancer maintenant et de dire qu'ils auront au bout de l'engagement. Se pose aussi la question de la marchandisation de l'humain. Ça nous concerne tous. Et alors, vous parlez de la GPA. La GPA, c'est la rémunération des gamètes, c'est rentrer dans la marchandisation de l'humain. Et jusqu'à présent, ça existe dans d'autres pays du monde, malheureusement. En France, nous avons des principes que nous avons toujours respectés, qui sont notamment le don, la gratuité. On ne rentre donc pas dans un commerce, dans un trafic. Vous ne réagissez pas sur la détermination du gouvernement. Vous avez quelques personnes au gouvernement, ou parmi les parlementaires, qui sont des militants, des partisans, et qui font pression sur Emmanuel Macron parce qu'ils savent la condition qui a été posée, qu'ils veulent la mettre de côté. Et vous savez, il y a eu un débat très important. Le président du CCNE, le professeur Delfraissy, s'est félicité à juste titre de l'ampleur des débats des États généraux de la bioéthique. Alors attendez, il y aurait eu un grand débat apaisé qui s'est très bien passé, et on mépriserait le débat. Et Emmanuel Macron ferait volte-face sur son engagement. Et pourquoi vous dites qu'on méprise le débat? Le débat, il n'a pas encore eu lieu. Le débat, il a eu lieu dans les États généraux de la bioéthique, pardonnez-moi, dans le peuple français, dans l'opinion publique française. Tous ceux qui ont voulu participer au débat, l'opinion publique, je crois, a été interrogée largement. On sait qu'il n'y a pas consensus. Et le professeur Delfraissy l'a reconnu lui-même. Et mardi, qu'est-ce que vous allez faire mardi? Je propose au moins qu'Emmanuel Macron reporte ce débat. Pour le moment, et 56% des Français pensent qu'il faut le reporter parce qu'il diviserait inutilement les Français. En tout cas, mardi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes présent? Vous êtes mobilisé mardi pour la remise de cet avis avec vos militants? Vous serez quelque part? Alors, nous serons présents en signe de vigilance, simplement, à 19h mardi, en fin de journée, pour réagir à l'avis du CCNE. Mais voilà, c'est simplement un signe de vigilance. Parce que malgré tout, le comité consultatif d'éthique n'est que consultatif. Et de fait, dans les avis qui ont été rendus dans le Conseil d'État, en réalité, ils ont tous évoqué les conséquences. Tous. Alors maintenant, il faut les prendre en compte et en tirer les conséquences. Il faut en tirer les leçons. Et ce comité s'est déjà prononcé donc pour cette extension l'an dernier. S'il se prononce de nouveau pour cette extension, est-ce que vous allez appeler de nouveau à mobiliser vos troupes dans la rue? Ce n'est pas le CCNE qui est le décideur. Il est le consultatif, et le politique n'a pas à s'en remettre à un comité consultatif. Il doit assumer ses responsabilités. Et encore une fois, Emmanuel Macron a pris l'engagement de rassembler aussi les Français. Il a beaucoup insisté pendant toute sa campagne sur le fait qu'il voulait rassembler les Français. Donc ne les divisons pas inutilement et posons-nous des questions sur ce que nous voulons pour demain. Respecter les droits de l'enfant, éviter la marchandisation de l'humain, éviter aussi que la médecine serve de prestation de service. Les médecins ne sont pas des prestataires de services. Ils sont là pour traiter, pour soigner les maladies, pour prévenir les maladies. Ils n'ont pas tous le même discours que vous, les médecins. Mais pardon, un certain nombre de scientifiques de renom, dont ceux qui sont considérés comme les pères de la PMA, et je pense à Jacques Testard, ont exprimé leur opposition. Et par ailleurs, un certain nombre de médecins également. Il y a eu un manifeste des médecins et le Conseil de l'Ordre qui n'a pas dit qu'il fallait y aller, qui a dit qu'il ne s'opposerait pas forcément. Il a, un peu comme le Conseil d'État, rien n'y oblige, rien ne l'empêche, mais rien n'y oblige. Ils n'ont pas tranché, et pardonnez-moi, le Conseil de l'Ordre n'a pas consulté les médecins. Donc il a émis un avis, le responsable de la section éthique, il a émis un avis qui est plus un avis personnel ou de quelques membres du bureau. Ils n'ont pas consulté les médecins. Et je crois qu'ils reçoivent beaucoup de courriers. Il le dit. Vous l'avez dit, effectivement, c'est un enjeu éthique. Et je pense que, voilà, on n'a pas, en tous les cas ici, les compétences pour déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais je ne voudrais pas que ce débat se clôture sans qu'on aborde ce point-là, qui est un peu plus sous-jacent. Parce que vous savez que j'étudie toujours un peu les représentations, les inconscients collectifs, les imaginaires. Et ce que je trouve parfois un peu étonnant, ou en tous les cas qui doit nous interpeller, c'est que dans les types de discours contre la PMA, finalement, il y a quand même une stigmatisation aussi de la femme seule, la femme solitaire. Alors, je tiens juste à rappeler que ça ne date pas d'aujourd'hui. Avant, on appelait ça des sorcières. Mais est-ce qu'aujourd'hui,
finalement, est-ce que les femmes doivent être les premières à payer le coût d'études qui sont plus longues, le coût d'une vie qui est très différente, voilà. Et j'entends qu'effectivement, il y a toute cette question de la psychologie, le bien-être de l'enfant, etc. Mais il y a aussi une stigmatisation de la femme solitaire, et cette stigmatisation-là, elle est en tous les cas à réinterroger parce qu'elle va à l'encontre d'une évolution de la société. Pardonnez-moi, la stigmatisation des femmes seules ou des couples de femmes. Si, parce que ça s'entend d'ailleurs, c'était très intéressant. L'absence de père, c'est le sujet, hein, l'absence de père. Oui, mais ça veut dire qu'on refuse aux femmes seules. J'allais dire, nous avons toutes été des femmes seules à un moment donné, et je pense qu'aucun de nous n'a aucune raison de stigmatiser, je ne vois même pas en quoi on peut stigmatiser. Écoutez, ce qui était très intéressant quand Olivier, justement, a repris la parole pour en parler, de suite, il a réorienté le débat sur soyons deux, c'est-à-dire deux, soit c'est homosexuel, soit c'est hétérosexuel, mais on sent bien qu'il y a une difficité dans le débat à élaborer cette question. Je voulais bien rappeler que les familles monoparentales vivent à 35% sous le seuil de pauvreté, qu'il y a un accompagnement, et c'est tout l'honneur de la France que de l'assumer. Les familles monoparentales sont confrontées, pour plein de raisons, à des difficultés plus grandes que les familles en général, qui d'ailleurs en connaissent aussi. Et donc, est-ce qu'on doit volontairement et sciemment multiplier une situation qui n'est pas une situation facile, mais dans laquelle, d'une manière générale, l'enfant sait, ce qui est déjà beaucoup, qui est sa mère et qui est son père. Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal, je dis juste qu'il y a des glissements de sens. Alors, moi, je voulais parler de l'objectif du gouvernement. L'objectif du gouvernement, c'est, comme vous le disiez, d'avoir un débat apaisé. C'est ce qu'a dit aussi Agnès Buzyn. Le respect que l'on doit aux gens est de ne pas en faire un débat idéologique, mais bien un débat apaisé qui respecte les problématiques de vie de chacun. Elle a également rappelé la ligne rouge, c'est la GPA, parce que c'est vrai que l'une des craintes, effectivement, de vos militants, c'est que cela ne mène à la légalisation de la GPA, et donc elle a donc rappelé cette ligne rouge. On a l'impression, Olivier, qu'Emmanuel Macron, il veut à tout prix éviter ce qui s'est passé sous François Hollande avec le mariage pour tous, cette mobilisation, on l'a vu, de plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues pendant de longs mois sur 2012 et 2013. D'ailleurs, c'est pas juste une impression, Olivier. Non, c'est pas une impression, il veut vraiment l'éviter, parce qu'en plus, on voit dans les sondages à l'heure actuelle que sa popularité n'est pas au zénith. Mais justement, ce qui serait embêtant, c'est que cette affaire devienne une question politique. C'est une question de société qui est vraiment extrêmement importante, et moi je me garderais bien de donner un jugement là-dessus, sur ce qu'il faut faire, parce que franchement, je fais partie de ceux qui n'en savent rien. Oui. Voilà. Donc simplement, il y a des interrogations. Il y a des interrogations profondes. Et d'ailleurs, j'observe que les arguments que vous développez, certains qui sont à gauche, les développent également, non pas tellement sur l'absence du père, mais sur les manipulations génétiques que ces autorisations pourraient finalement entraîner ultérieurement, et à des fins qui, elles, seraient carrément criminelles. Donc, ces questions-là, elles sont importantes. Vous parlez de la question de la GPA. Moi, je vais vous poser une autre question. C'est qu'à partir d'abord, est-ce qu'à partir du moment où il y a eu le mariage pour tous, n'est-il pas normal de considérer qu'une femme qui va porter son enfant, donc qui est la mère biologique, puisse effectivement bénéficier de la PMA, quand bien même ne serait-elle pas mariée avec un homme ? Voilà, soit qu'elle vive avec une autre femme, soit qu'elle vive seule. Bon, ça, c'est une interrogation quand même. Est-ce qu'il n'y a pas une logique qui découle tout simplement de l'intronisation du mariage pour tous ? De deux personnes de même sexe, qui introduit forcément, effectivement, ces questions-là. Mais pardon, alors sur la GPA, moi je vous pose une autre question, ce n'est pas en tant qu'homme que je la pose, mais sur le plan du droit, sur le plan de l'égalité des droits, finalement. Pourquoi interdirait-on à un homme de ne pas bénéficier de la GPA, c'est-à-dire donc de demander à une femme de porter son futur enfant, quand bien même il n'est pas marié avec elle et quand bien même il n'a aucune intention de vivre avec elle, alors qu'on autoriserait une femme à porter un enfant qui a été conçu grâce à un homme avec lequel elle ne vit pas et avec lequel elle ne vivra jamais. Oui, mais c'est une question de droit qui sera immédiatement posée après l'intronisation de la PMA. Je voudrais juste conclure peut-être, Amélie, sur effectivement la position d'Emmanuel Macron qui marche un peu sur des œufs, sur ces thèmes-là qui sont très sensibles. C'est factuellement vrai de dire qu'il fait beaucoup plus prudent sur ce sujet dans sa volonté de réformer qu'il ne l'est sur d'autres sujets. Vous précisiez cette question de l'engagement. Il avait été critiqué parce qu'il s'en était pris à François Hollande et Emmanuel Macron
Macron, il avait estimé que le président précédent avait humilié les opposants au mariage pour tous. Il y a cette longue consultation qui dure et qui dure. La majorité a essayé de faire accélérer le pas il y a encore quelques semaines et l'Élysée a freiné en disant on va prendre le temps et ce sera plutôt en début d'année 2019. Il faut faire attention à une chose, c'est qu'il a des ministres de droite dans son gouvernement, qu'il vise aussi un électorat de droite, également Emmanuel Macron, et donc il doit être prudent. Voilà, débat à suivre. On doit rendre l'antenne. Je suis désolée. Merci beaucoup en tout cas, Ludovine de la Rochère, d'être venue sur le plateau de LCI. On rend l'antenne pour le grand jury dans quelques instants sur LCI. Merci.